de sa communauté et peut expliquer les Écritures. C'est pour ça que la lecture, ce qu'on appelait la lecture publique dans les années d'entre-deux-guerres, venait du modèle protestant. Voilà. Je me rappelle des travaux qui étaient impressionnants d'un spécialiste des bibliothèques qui avait un nom de coureur cycliste, qui s'appelait Jean Hassenforder, et qui, dans les années 1960, avait, pour la première fois, fait une cartographie de l'Europe, des bibliothèques, l'Europe occidentale. Et on voyait que si on assemblait les mètres carrés, les nombres d'inscrits, les sorties d'ouvrages, vous aviez, c'était noir dans l'Europe du Nord, c'était extrêmement palichon dans l'Europe du Sud. C'est-à-dire que l'Europe catholique peinait à rejoindre des niveaux extraordinaires. C'est pour ça que quand vous allez dans l'université américaine, la bibliothèque universitaire est ouverte 24 heures sur 24. Voilà. Mais tout ça, ça vient de Luther. C'est-à-dire, cette suppression des corps intermédiaires, est-ce que vous la metteriez en rapport avec la définition de la souveraineté? Ça, c'est une hypothèse à travailler. Moi, ce qui me paraissait... C'est-à-dire cet accès direct, cet accès direct à l'autorité. Bien sûr. Alors, disons que je ne suis pas un grand théologien, mais j'ai quand même perçu qu'un des grands enjeux autour de Luther, et Calvin, Zwingli vont dire leur mot, mais enfin, je ne vais pas citer Zwingli, enfin, c'est Robert Kopp, mais c'est le sacerdoce universel. À partir du moment où, effectivement, le fidèle reçoit en direct quelque chose de la fonction sacerdotale, ben, il est certain qu'on a une sorte de descente d'une forme de souveraineté, la souveraineté suprême, quand même, le rapport au divin, jusqu'au niveau de chaque fidèle. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les débats en Angleterre au XVIIe, au XVIIIe siècle, la métaphore du peuple hébreu n'arrête pas de venir, c'est-à-dire que le patriote anglais qui lutte contre les Stuarts, soupçonné de restauration catholique, etc., et par ailleurs écossais, donc il y a une autre identité culturelle, on le sait bien aujourd'hui, où on se demande si l'Écosse n'est pas en train de conquérir ou reconquérir son indépendance, on verra dans quelques années. Bon, le patriote protestant partisan des Hanovres n'arrête pas de s'identifier au peuple hébreu. Hein, parce qu'effectivement, il trouve dans la Bible l'idée d'un peuple élu et qui a complètement, qui a renoué un pacte avec Dieu. Donc, les origines religieuses du national ne sont pas négligeables. Évidemment, même sans le modèle français, vous avez aussi des origines laïques de la souveraineté populaire qui vont plutôt s'amplifier au long des siècles suivants, et surtout au 19e et au 20e. Ça c'est évident. Vous avez insisté à juste titre sur l'ambition théorique de votre ouvrage. Presque tout ce que nous venons de dire maintenant ressort de la première partie du livre, c'est-à-dire la nation, une invention démocratique. Mais il y a deux autres parties dans le livre, une construction poétique et une ressource politique. Est-ce que vous voudriez dire quelques mots sur cette construction poétique, car en politologie, on n'a pas l'habitude de mettre les notions en rapport avec la poésie ou avec l'imaginaire. Bon, c'est pas devant vous, Robert, que je vais m'aventurer sur le terrain de la définition du poétique. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire comme si le national n'était pas un lieu d'imagination créatrice qui, alors je prends par ordre dans cette deuxième partie, qui commence avec la cristallisation sur le nom, parce qu'on pourrait faire quasiment tout l'ouvrage à partir du nom des nations. D'où est-ce que ça émerge? Pourquoi c'est tel nom qui va l'emporter? Et évidemment, je donne à chaque fois des exemples plus précis qui font l'objet de mise au point de quelques pages. En ce qui concerne le rapport au nom, vous avez un exemple extraordinaire qui s'est développé sous vos yeux depuis une trentaine d'années, c'est la Macédoine. Ouais. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais... il faut parce que c'est un excellent exemple, parce que le nom à la fois est très ancien et très récent. Tout à fait. C'est-à-dire que la Macédoine est une notion incontestablement grecque, et d'ailleurs l'histoire de l'intégration dans l'hellénitude ou l'hellénité de la Macédoine, qui va quand même fournir Philippe puis son fils Alexandre, c'est-à-dire une des plus grandes révolutions de l'emblème même de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'hellénisation du bassin méditerranéen oriental, c'est quand même assez vertigineux par ses conséquences, parce qu'on ne comprend pas, vous ne comprenez ni le christianisme ni l'islam sans ça. Je rappelle au passage que l'évangile est écrit en grec, pas en hébreu ni en araméen. Bon, bref, les évangiles. Bref, donc, vous avez une Macédoine qui est submergée par les déplacements de population du Moyen-Âge, et en particulier l'installation des Slaves jusqu'aux portes de l'Hellas, au sens restreint du terme. Et le territoire de l'ancienne Macédoine est désormais partagé
entre une Macédoine du Nord principalement, c'est les 2 tiers ou les 3 quarts hein, la zone du Nord, celle qui reste au sud et qui est plutôt grecque, ce n'est qu'un quart, et celle du Nord est en fait un territoire slave. Et à ce moment-là, tous les nationalismes locaux vont se la réclamer. J'aurais tendance à dire que ce qui est la revendication la plus cohérente, c'est celle des Bulgares, entre parenthèses. Je ne vais pas me prononcer sur la question, mais bon, évidemment, du point de vue bulgare, encore aujourd'hui, la Macédoine, ça n'existe pas. Ce n'est jamais qu'une Bulgarie occidentale. Et pour des raisons géopolitiques, dans le détail desquelles quand même, parce que sinon on va y être encore à 2 h du matin, je n'entre pas, il se trouve que l'identification macédonienne va progresser modestement à l'ombre plutôt de la Serbie, tout simplement parce que ce qui va s'appeler l'État des Serbes, Croates, Slovènes, et ensuite la Yougoslavie, va être un État d'hégémonie serbe, quand même, clairement. Donc, vous aurez une conception serbe de tout ça, qui fait que la Macédoine sera concédée surtout avec Tito, qui est croate, qui est communiste, mais qui est quand même croate, donc qui n'a pas tellement envie de trop avantager les Serbes, ça compte ici. Hein. Dans ma jeunesse, personne ne parlait de ça, à propos de la Yougoslavie. La Yougoslavie, ça intéressait parce que c'était le lieu d'expérimentation. De l'autogestion. On ne parlait pas, effectivement, de l'étrangeté de cette notion de slave du Sud. Et on a vu exploser la Yougoslavie, de façon d'ailleurs beaucoup plus tragique que, ce qui n'est pas une explosion, qui est un divorce à l'amiable, une révolution de velours, la Tchécoslovaquie. Mais dans ma jeunesse, on ne se posait pas un seul instant la question, qui aurait paru vraiment très, très déplaisante, de la bizarrerie de ces notions de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie. Fin de la parenthèse. Donc la Macédoine surgit de tout ça, et quand la Yougoslavie s'effondre, eh ben, elle conquiert sa souveraineté. Or, en s'appelant Macédoine et en utilisant, alors ça c'est une autre partie du chapitre, je n'insiste pas sur la poétique de tout ça, des emblèmes, vous savez, une nation, mais pas qu'une nation, hein, un parti politique, etc., même une orientation sexuelle, va se donner des symboles, hein, emblèmes, monuments, rituels, le triptyque. Bon, ben, en ce qui concerne l'emblématique, qui est visuel, les drapeaux, les oriflammes, tout ce que vous voulez, mais aussi sonore, les hymnes, bien, la Macédoine va aggraver son cas aux yeux des Grecs en laissant entendre qu'elle est dans l'héritage de la Macédoine d'Alexandre. Alors ça, les Grecs ne peuvent pas le supporter, et vous savez que ce n'est que récemment qu'il y a eu une négociation subtile, d'où il ressort que désormais, la Macédoine ne s'appelle plus Macédoine, mais Macédoine du Nord, alors qu'avant, elle n'existait pas à l'ONU sous le nom de Macédoine, mais sous le nom de FYROM, Former Yugoslavian Republic of Macedonia, ancienne république. Non, c'est extraordinaire. Donc, c'est un byzantin. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, vous avez, rien que sur le nom, vous avez sur le territoire, je glisse ensuite vers le territoire, c'est-à-dire, effectivement, l'apparition de la notion moderne de frontière, l'apparition de la notion moderne de capitale. Et comment va se situer la capitale par rapport au territoire? Comment est-ce qu'on fait bouger la capitale? Je vous parlais de l'Asie centrale actuellement. Regardez ce qui se passe au Kazakhstan, c'est très intéressant. Il y a eu en fait 3 capitales successives, même 4 capitales successives au Kazakhstan, qui ne s'appelait d'ailleurs pas Kazakhstan, qui s'est même appelé à un moment Kirghizie, hein, quand même, il faut le faire. Bref, et actuellement, comme on le sait, il y a eu un transfert général de la capitale qui participe de, disons, du rééquilibrage face à la présence russe, hein, pour être très clair. Donc les enjeux sont considérables quand on commence à descendre au niveau de cette poétique, qui se manifeste en effet par une emblématique, qui se manifeste par des formes de mythologie nationale, auxquelles les historiens, d'ailleurs, balayant devant notre porte, contribuent énormément, bien entendu, parce qu'ils reçoivent une sorte de mission, les géographes aussi, de défense de l'identité nationale, et tout ça est extraordinairement imaginatif. Et alors là, je précise quelque chose. Il y a, vous avez cité Hobsbawm, je cite évidemment Benedict Anderson, qui est mis à toutes les sauces dans ce débat. Mais je signale que Benedict Anderson parle de communauté imaginée. Ça a été traduit souvent en français par communauté imaginaire. Voilà. Je suis désolé, c'est pas la même chose. Communauté imaginée, évidemment, vous avez mentionné le fait que le national s'est construit. L'histoire culturelle n'arrête pas de dire ça en disant c'est construit, c'est construit. Ce n'est pas moins réel. Voilà. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a l'efficacité de la construction, et puis je vous signale que l'international, le mondial, c'est construit aussi. Eh oui. Vous ne pouvez pas dire, il n'y a que le national que l'idée d'international, c'est extraordinairement construit. C'est-à-dire, c'est extraordinairement volontariste. Hein, c'est-à-dire l'imaginaire. Il n'y avait rien qui soit essentiellement dans la nature, ni nationale, ni internationale. C'est une concurrence de construction.
c'est à savoir qui l'emportera. Pour l'instant, c'est la construction nationale qui l'emporte. Moi, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais brandir un drapeau nationaliste. Je constate que la construction internationale est en crise depuis au moins un demi-siècle. Donc, construction, imagination, mais pas imaginaire au sens où ce serait une mystification. Toutes les institutions politiques sont fondées sur du symbolique, sont fondées sur des mythes. Je vous rappelle que le mythe, ça n'a rien de péjoratif, ce n'est pas synonyme de mystification. Le mythos par rapport au logos, c'est un récit signifiant. C'est-à-dire qu'une communauté a besoin de se raconter une histoire. Mais toutes les communautés ont leurs mythes. Il y a les mythes LGBT, évidemment. Il y a les mythes trans. Toutes les communautés qui se constituent sous nos yeux se racontent une histoire. C'est-à-dire qu'une nation ne peut pas se passer d'un roman national. Oui, en tout cas de mythe. Parce que ce roman national qu'on ne cesse de vouloir déconstruire. Oui, parce que le roman national, c'est implicitement péjoratif, voilà. Sauf pour les spécialistes de littérature qui diraient mais pourquoi est-ce que ce serait péjoratif d'être romanesque? Enfin, disons qu'on sent bien que l'intention est plutôt péjorative. Mais moi, je n'ai aucun mal à dire qu'il y a du romanesque dans la manière dont un mythe, je crois que c'est mythe qui est le meilleur terme, un mythe se raconte, se diffuse, ou d'ailleurs échoue. Parce que vous avez des mythes qui se démantibulent, bien entendu. Hein. Aujourd'hui, le mythe yougoslave, vous savez, quand on parle de génocide, il y a la forme violente du génocide, mais il y a des ethnocides, et il y a ces ethnocides doux qui consistent à dire, eh bien, il n'y a plus de Yougoslaves, il n'y a plus de Tchécoslovaques. Où voulez-vous que se mettent aujourd'hui des Yougoslaves? Où est-ce qu'ils peuvent aller? Nulle part. Hein. Donc, il y a des mythes qui ne fonctionnent plus. C'est ainsi. Et le récit national est quelque chose d'extrêmement ancien. Ce n'est pas du tout une invention des historiens modernes. L'Odyssée, l'Iliade, le rapport à la patrie. Ce sont des récits nationaux. Oui, mais l'Énéide je les appellerais pas nationaux, je les appellerais patriotiques. Pour la chanson de Roland. Oui, poursuivre en tous les cas mon idée, à savoir qu'il y a nation quand il y a souveraineté populaire. Alors on pourrait discuter sur le démos grec, tout ce qu'on veut, mais la souveraineté populaire au sens moderne ne s'affirme quand même que depuis quelques siècles. Mais en revanche, elle est d'une incroyable vitalité. J'ai cité l'Écosse tout à l'heure, le Kurdistan, peut-être la Nouvelle-Calédonie par exemple, évidemment. On verra bien. La Catalogne, bon. La Corse. La Corse. J'ai pas mal étudié la question de la distinction nation-région en travaillant sur l'exemple que je connais assez bien de la Bretagne. Oui, il faut en dire un mot. Et comment effectivement le projet breton, le nationalisme breton, a échoué. Parce que quand on regarde les pays européens, on constate bien que le modèle français n'est pas le modèle allemand et que donc les régions par rapport au pouvoir central sont extrêmement différents. On l'a vu dans la gestion de la pandémie. Le président français a déclaré à la télévision qu'il était en guerre. Madame Merkel n'a jamais pu faire quelque chose de semblable. Constitutionnellement, elle était entourée par le président des Länder qu'il a commencé par consulter pour savoir ce qu'il fallait faire. Oui, bien sûr. Alors, à partir de là, effectivement, vous avez des modèles de construction politique nationale variables en fonction de l'histoire. Bon, l'histoire allemande ou l'histoire italienne est une histoire décentralisée. Voilà. Et d'autant plus décentralisée que quand il y a eu des phénomènes de centralisme en Allemagne ou en Italie, ça s'appelait Adolf Hitler et Benito Mussolini, donc des souvenirs pas tellement sympathiques pour la plupart des Italiens et des Allemands, mais car rétrospectivement, peut-être pas sur le coup. Et donc, la logique centraliste est toujours un peu sulfureuse dans ces deux équilibres-là, alors que la France a une logique centraliste imperturbable, dans laquelle elle a apporté quelques adoucissements depuis pas beaucoup plus qu'un demi-siècle. Hein. C'est-à-dire en France, l'État a existé avant la nation et en Allemagne, la nation a existé avant l'État. Oui, parce que, par exemple, on pourrait dire, quand j'ai cité tout à l'heure l'Amérique latine, ou alors, il y a un moment où je m'attarde sur le Timor oriental. Bon, on pourrait dire, mais attendez, ça c'est complètement artificiel. Mais non, pas plus artificiel, j'allais dire que la France. Enfin, je veux dire que par là, il faut qu'il y ait un projet d'État qui se développe, s'il ne se développe pas pour diverses raisons, qui peuvent être géopolitiques. Pourquoi est-ce qu'il y a un Timor oriental? Il y a peut-être dans la salle des gens qui pourraient mieux répondre que moi, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une crise du pouvoir central indonésien. C'est-à-dire pour ça que je consacre une partie des derniers chapitres à des situations problématiques comme Israël-Palestine, vous l'imaginez bien, il y a de longues pages sur Israël-Palestine, mais aussi les Ouïghours. Ouais. Pourquoi peut-on dire que les Ouïghours ont très peu de chances de voir leur projet national l'emporter?
c'est que pour l'instant, vous avez un pouvoir central solide et qui noie l'identité ouïghour dans la démographie. Donc c'est un pur problème de rapport de force. Dans le cas du Timor oriental, vous imaginez bien que c'est tellement microscopique qu'il faut prendre une loupe pour voir où est le Timor oriental, mais il y avait une crise du pouvoir central indonésien et la nécessité de ce pouvoir de se concilier des bonnes grâces internationales. Donc il y a eu une petite concession sur le Timor oriental, il n'y a pas eu de concession sur la Nouvelle-Guinée, en revanche, où les enjeux étaient beaucoup plus importants. Donc aujourd'hui, il y a un État-nation timorais. Bon. J'ai quelques doutes sur l'avenir du projet national ouïghour, franchement. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois qu'un projet national échoue, et attendez, quand je dis échoue, est écrasé éventuellement dans le sang. C'est-à-dire le nombre des nations qui ont avorté est probablement plus grand que le nombre des nations qui ont réussi. Il est assez grand. La liste est assez longue. Et puis surtout, il y a ces nations composites qui explosent. Voilà. Et je me pose le problème de l'avenir, bien sûr, de la Belgique, et j'ose faire un parallèle qui, à tort, ne devrait pas plaire à des amis belges, parce qu'il n'y a rien de condescendant là-dedans. Je trouve qu'il y a deux pays dont la situation actuelle est aussi problématique, c'est la Belgique et l'Irak. Ouais. Et oui, parce qu'à l'heure actuelle, bien entendu, vous avez un Kurdistan sous protectorat américain qui a acquis une large autonomie, donc les conditions sont à peu près réunies pour avoir l'équivalent de l'Arménie, c'est-à-dire que vous savez que l'Arménie de Yerevan aujourd'hui, c'est un tout petit morceau de l'ancienne Grande Arménie, mais c'est comme ça. L'Arménie était immense. Immense. Elle allait jusqu'à la Méditerranée, jusqu'en Cilicie, etc. Et d'autre part, dans le cas du Kurdistan, le Kurdistan, entre guillemets, irakien, n'est qu'une minorité du Kurdistan, mais quand on considère les rapports de force turcs et la manière dont les Iraniens, voire les Syriens, règlent la question kurde, je pense qu'il n'est pas exclu qu'on arrive à un État-nation kurde sous la forme de l'ancien Kurdistan irakien, mais ce qui donnerait le branle à de possibles éclatements du reste de l'Irak entre un État chiite et un État sunnite. On n'en est pas là. Les transferts de population entre chiites et sunnites se sont vertigineusement accélérés depuis 30 ans en Irak. C'est-à-dire, l'histoire des nations n'est jamais écrite d'avance. Elle peut se développer dans un sens ou dans l'autre. Et c'est une des leçons de ce grand livre que Pascal Horry signera en face, car on m'a fait signe que notre heure s'était écoulée et que nous devions céder la place à la discussion suivante. Pascal Horry qui va signer son livre sous le chapiteau qui est en face. Je le remercie en votre nom à tous de s'être prêté à cet entretien. Merci.